faites-vous de ce réaménagement? Je vous remercie, Alassane. La lecture, elle est simple. D'abord, il n'y a pas eu de surprise, parce que le président l'avait déjà annoncé à New York. Ce qu'il faut déplorer, c'est la longue attente avant d'aboutir à ce réaménagement. Et cette longue attente a certainement eu des conséquences néfastes dans le travail de l'administration et aussi dans l'économie du pays. Un réaménagement, quand on a envie de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas perdre du temps. Et je crois qu'il faudrait rompre avec ce procédé qui consiste toujours à lancer des ballons de sonde pour éventuellement apprécier ce que l'opinion va dire. On est président de la République, on se concerte avec son Premier ministre et on réaménage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le contexte n'est pas bon. Pourquoi? Le contexte n'est pas bon parce que, d'abord, le réaménagement a perturbé le travail de l'Assemblée nationale. Nous nous étions réunis au niveau de la conférence des présidents. Nous avions programmé l'ensemble des membres du gouvernement. Et depuis 2-3 jours, les commissions permanentes devraient commencer à faire leur travail. Malheureusement, avec le réaménagement, beaucoup de commissions ont été reportées. Et cela, bien entendu, va nous amener à une nouvelle programmation. Et quand on sait qu'on n'a que 60 jours pour faire le travail, nous risquons de bâcler le travail au niveau des commissions, alors que nous avions quand même besoin d'un peu plus de temps pour mieux poser nos questions aux membres du gouvernement. Le contexte n'est pas aussi bon si vous tenez compte de la campagne agricole. Aujourd'hui, l'hivernage a pris fin. On s'apprêtait à aller vers la traite arachidière, qui est quand même un moment extrêmement important dans la vie agricole de notre pays, quand on sait que plus de 70% de nos compatriotes dépendent de l'agriculture. Le fait de changer de ministre de l'Agriculture en ce moment précis ne me semble pas être une bonne chose. C'est valable aussi pour l'éducation ou l'enseignement supérieur. On est à la veille de la rentrée des classes. Le fait de changer de ministre aussi peut poser d'énormes difficultés. C'est vous dire que le contexte qui a été choisi par le président de la République ne me semble pas être un bon contexte. L'autre élément qu'il faudra peut-être aussi partager, c'est le nombre de secteurs touchés. Mais tous les secteurs clés ont été touchés. Soit les secteurs ont changé de patron, soit, en fait, ils ont changé de patron, même si d'autres patrons n'ont pas été sortis complètement du gouvernement, mais ont changé de portefeuille. Mais pourtant, l'opinion semblait demander ce réaménagement, compte tenu du fait que les gens disaient que la première équipe qui avait été mise en place ne donnait pas satisfaction aux Sénégalais. Il y avait beaucoup de tergiversations, beaucoup de tâtonnements. Oui, mais la faute à qui? La faute au président de la République. C'est lui qui était parti au devant des Sénégalais pour leur dire: j'ai un programme, j'ai des hommes et des femmes qui sont à la hauteur pour prendre en charge ce programme. Il ne faudrait pas, il faudrait rompre là aussi avec cette attitude qui veut que le candidat peut se permettre de tout dire. Et une fois maintenant qu'il est élu, qu'il cherche véritablement à se dédouaner ou alors à demander à présenter la situation autrement qu'il l'avait présentée quand il cherchait le suffrage des Sénégalais. Le président Macky Sall connaît l'administration, il a été directeur général, ministre à plusieurs reprises, Premier ministre, Assemblée nationale, et aujourd'hui il est président de la République, donc il a occupé toutes les stations administratives de ce pays. Donc, est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce FOAD qui avait été mis en place par l'opposition, que l'essentiel était pour elle, l'ancienne opposition, de faire partie de Abdoulaye Wade, et après on verra? Non, mais je crois qu'on ne doit pas justement faire comme ça. Le président qui est élu a fait un premier casting, a compté sur des hommes et des femmes. 7 mois après, il s'est rendu compte qu'il n'a pas pris la bonne voie et qu'il faut maintenant changer. Mais entre-temps, c'est le peuple qui trinque. Entre-temps, ce sont les problèmes du peuple qui ne sont pas résolus, alors qu'il a été élu pour résoudre les problèmes du Sénégal. L'ampleur du réaménagement a été tellement grande
qu'aucun secteur vital finalement n'a été épargné. L'enseignement supérieur, l'éducation, les affaires étrangères, l'intérieur, le sport, la culture. En fait, on a presque tout changé. Et dans ce cas précis, je crois que c'est le gouvernement qui a un problème, mais ce ne sont pas des ministres pris individuellement. Je crois que ça aussi, c'est un enseignement très clair qu'il faut tirer. Nous sommes encore gouvernés par le tâtonnement, le cafouillage. En fait, les gens ne s'étaient pas préparés à exercer le pouvoir. Parce que s'ils s'étaient préparés à exercer le pouvoir, je crois que 7 mois après, on aurait pu peut-être toucher le gouvernement, mais peut-être un ministre, 2 ministres, 3 ministres seraient partis, 2 ou 3 seraient revenus, etc., etc. Mais là, quand même, c'est un chamboulement total. Ce n'est pas seulement un jeu de chaises musicales, mais c'est véritablement l'architecture gouvernementale qui a été chamboulée. Et les critères qui ont conduit à ce chamboulement aussi posent problème. Moi, je n'ai rien contre certains qui ont été promus, je les connais, ils sont des hommes de valeur. Le général Pathé Seck est un homme de valeur. Le professeur Mary Teuw Niane est un professeur émérite. Le diplomate Mankeur Ndiaye, on peut avoir des préjugés favorables sur lui, mais il ne suffit pas d'avoir le profil pour être un bon ministre. Qu'est-ce qui fait un bon ministre? Un bon ministre doit aussi avoir des capacités managériales, doit savoir gérer des ressources humaines venant d'horizons différents, doit savoir s'appuyer sur des compétences techniques qui existent au niveau de son département, doit avoir une vision claire des missions qui lui sont assignées et savoir aussi décider quand il le faut. Mais c'est à l'œuvre qu'on saura si ces messieurs-là ont les compétences requises. Un autre élément, le président s'était engagé à ne pas augmenter la taille du gouvernement. Mais c'était un engagement fort. Il y a des Sénégalais certainement qui ont voté pour le candidat Macky Sall parce que Macky Sall a dit, écoutez, Wade avait un gouvernement de 40 membres, moi je vais mettre en place un gouvernement de 25 ministres. Aujourd'hui, il a mis un gouvernement de 30 ministres, sans compter les ministres d'État, sans compter les ministres conseillers. Mais que vaut la parole du chef de l'État? On peut se poser légitimement cette question-là. Est-ce que le chef de l'État qui préside aujourd'hui au destin de notre pays réagit en tenant compte de son programme, de ses idées, de ses convictions, ou alors réagit en tenant compte de ce que l'opinion dit, ce que les uns et les autres disent par rapport à son action à la tête de l'État? Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Mais est-ce qu'il n'est pas obligé de tenir compte aussi de l'opinion? Parce que l'opinion, c'est elle qui fait le gouvernement. Il faut tenir compte de l'opinion, sinon c'est qui vote. Moi, je préfère qu'on tienne compte du peuple. Le peuple, c'est l'opinion aussi. Non, c'est différent. C'est-à-dire que l'opinion, c'est moi qui suis un homme politique qui donne une opinion, c'est vous qui êtes journaliste qui donne une opinion, c'est un analyste politique. C'est le peuple aussi. Qui sont des éléments du peuple. Mais je crois que on ne peut pas connaître le point de vue du peuple si on ne consulte pas le peuple à travers un référendum, à travers une élection, bien à travers des enquêtes un peu partout à travers le pays. Pour des sondages, par exemple, qui devaient changer peut-être. Non, je ne sais pas. Moi, le sondage auquel j'ai eu en fait accès avait plutôt dit qu'il n'a jamais, en fait, jamais à travers le monde, on a vu un gouvernement aussi impopulaire après 3 mois d'exercice. Et aujourd'hui, à travers le pays, dans les grandes places, dans les cars rapides, dans les mosquées, dans les marchés, le découragement a fini de gagner l'écrasante majorité des Sénégalais après seulement 6 mois d'exercice. C'est quel sondage? Vous avez un sondage? Vous l'avez? Mais non, mais bien sûr, c'est un sondage fait par un pays développé, une puissance... Est-ce qu'il est disponible pour les Sénégalais? Mais non, c'est pas la peine. Peut-être eux-mêmes, peut-être le pays concerné va sentir la nécessité de publier un tel sondage. Mais de toute façon, le sondage, moi, je peux lui donner du crédit parce que je suis quand même dans le peuple, comme on dit. Quel est le pays qui a fait le sondage? Mais non, je ne vous donne pas le nom. Peut-être parce que le pays lui-même aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Bon, je ne donne pas le nom du pays. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le sentiment, il est assez partagé. Maintenant, est-ce que le nouveau gouvernement
ou le nouvel attelage gouvernemental qui a été mis en place la semaine dernière, est-ce qu'il pourra répondre aux attentes des Sénégalais? Ça, c'est une autre question, on verra. En tout cas, je sais que les Sénégalais n'avaient pas élu Macky Sall pour qu'il fasse des routes, parce que nous en avons fait suffisamment, pour qu'il construise des classes, parce que nous en avons fait suffisamment, ou alors pour qu'il fasse des infrastructures de façon générale. Il a été élu pour régler la demande sociale, la baisse des prix des denrées de première nécessité, la baisse des prix des produits de forte consommation, le chômage des jeunes, et régler aussi la question de l'école et celle des inondations. Voilà les questions sociales fortes, hein, qui ont amené l'écrasante majorité des Sénégalais à porter leur choix sur le changement, c'est-à-dire sur le départ de notre régime et l'arrivée d'un nouveau régime. Donc sa priorité devrait être ça. Mais pour conduire ces changements, il faut avoir de l'argent. Ils ont dit que vous nous avez laissé des caisses complètement vides. Mais non, je crois que le ministre du Budget, en fait, à qui on prête de telles allégations, je ne suis pas sûr, hein, qu'il puisse dire de telles bêtises. Excusez-moi du terme. Parce que c'est quand même un inspecteur, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Il sait comment fonctionnent les caisses de l'État. Hein? Je crois que l'État fonctionne en tenant compte de prévisions. De prévisions venant de recettes, oui, de la douane, des eaux et forêts, du service national d'hygiène, des impôts, donc de recettes intérieures et ensuite de recettes extérieures venant de la part de nos partenaires au développement. Et c'est le cumul de ces recettes-là qui constitue le budget pour l'année à peu près. Et maintenant, en fonction de ces recettes, on prévoit des dépenses. Des dépenses pour l'éducation, des dépenses pour la santé, des dépenses pour l'agriculture, pour ceci ou pour cela. Donc nous avions prévu, au début de l'année 2012, un budget de presque 2400 milliards de francs CFA. Et au moment où nous partions, ça fonctionnait très bien. Il n'y a pas un ministère qui a dépassé son taux de consommation. Mais pourtant, il parle de déficit de 400 et quelques milliards. Mais le déficit, vous l'avez laissé. Mais non, le déficit, parce que nous avions osé emprunter pour investir. C'est parce que nous étions crédibles que nous avions bénéficié de prêts de la part de partenaires au développement. Le fait d'emprunter pour investir, ça se passe dans tous les pays du monde sérieux. Mais quand ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a aussi des errements dans cet emprunt, parce qu'ils ont dit qu'aujourd'hui, par exemple, M. de Kumba Ressources, où le Sénégal a été condamné au tribunal de Paris, a payé beaucoup de milliards de francs CFA. Mais non, mais parce que c'est des contrats qui ont été mal négociés. Mais attends, des contrats mal négociés... Qui coûtent cher au pays. Mais ça peut exister. Qui coûtent cher au pays. Mais attends, ça peut exister. Des contrats mal négociés, ça peut exister. Mais est-ce que ceux qui ont négocié avec la bonne foi requise? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Parce que quand on signe un contrat, ce sont des dispositions, article 1, article 2, article 3, tel doit faire ceci, tel doit faire cela. C'est mon ministre qui a attends, mais ça peut... C'est l'ancien régime. Mais attends, non, moi je ne cautionne pas ce que tu as dit, mais j'explique tout simplement. Mais non, je veux venir sur une question qui me semble être fondamentale. Ils ont parlé de déficit, de déficit budgétaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler la question relative au déficit budgétaire quand ils sont venus? Mais ils ont grevé le déficit budgétaire à cause de leur attitude populiste. Ils ont grevé le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, nous l'avions laissé à 6,7%. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 30 milliards pour disent-ils, subventionner les prix des denrées de première nécessité. Épée dans l'eau. Ensuite, ils ont pris beaucoup de milliards pour acheter des vivres de soudure. Mais cela a fait aujourd'hui que le déficit budgétaire est à un niveau de 8 et quelques pourcents en l'espace de 7 mois. Donc s'il continue comme ça, nous allons vers un déficit budgétaire plus important. Je crois que... Et s'il n'avait pas fait, quelles seraient les conséquences par rapport aux paysans au pays? Non, il faut être moins démagogue, il faut être plus réaliste. On ne peut pas réduire le déficit budgétaire si on ne réduit pas les dépenses publiques de l'État. On ne peut pas réduire le déficit budgétaire si on ne renforce pas la compétitivité des entreprises locales, des entreprises nationales. Mais aujourd'hui, demandez à tous les entrepreneurs nationaux, ils vous diront que nous avons des problèmes, que nous sommes au bord de la faillite, que nous risquons de licencier. Aujourd'hui, au lieu de créer des emplois, ils cherchent plutôt à fermer des entreprises. Et si les entreprises ferment,
ce sont des Sénégalais qui vont perdre leurs emplois. Toutes les entreprises nationales vous diront que nous avons des problèmes pour percevoir... Le ministre des Finances a avancé le plan Dakkal qui coûte près de 120 milliards de francs CFA au pays. Et que ça, c'est des engagements que vous aviez pris. Et qui crèvent aussi le budget de l'État. Attends, moi je suis... Vous savez, le plan Dakkal, c'est nous. S'ils trouvent un autre plan meilleur que le plan Dakkal, ils n'ont qu'à appliquer ce plan-là. Nous, c'est ça que nous avions trouvé comme solution pour régler la question des délestages. Mais même si... Attends, pour moi, l'électricité n'a pas de coût. Parce que sans l'électricité, on ne peut pas travailler. On ne peut pas fonctionner. Donc ça n'a pas de coût. Mais pourquoi ils n'ont pas enlevé? Pourquoi ils n'ont pas abandonné le plan Dakkal? Lisez le budget de 2013. Ils nous parlent encore de plan Dakkal. Ils parlent encore de Guana. Même à la loi rectificative des finances, le ministre de l'économie et des finances est venu. Dans l'exposé des motifs, il cite le plan Dakkal. Il cite la Guana. Mais ce sont des politiques que nous avons laissées ici. Si elles ne sont pas bonnes, ils sont libres de les abandonner. Mais je crois qu'en attendant, ils n'ont pas trouvé meilleur que le plan Dakkal. Oui, ils ont parlé d'héritage de vous, des libéraux, que vous avez laissé une telle mauvaise gestion dans ce pays qu'aujourd'hui, qu'ils n'arrivent même pas à trouver de l'argent pour travailler. Et ils parlent même de décrets d'avancement que le président Abdoulaye Wade aurait pris, qui sont illégaux selon eux. Oui, mais vous savez, moi je crois qu'ils n'ont pas trouvé de moyens pour travailler ça. C'est trop facile. Les moyens, les structures qui apportent des moyens pour l'État, elles continuent de fonctionner. Vous entendez toujours la douane vous dire ce qu'elle fait, les autres services aussi, les impôts et domaines, etc. Ce sont ces services-là qui apportent de l'argent au pays. Ces services-là continuent à fonctionner. Maintenant, de façon générale, les investisseurs, mais écoute, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que d'abord, ils ne savent pas où le pays va être mené. Ensuite, il y a une ambiance de suspicion qui plane au-dessus du pays. Les investisseurs fuient aujourd'hui le Sénégal. C'est pourquoi l'argent ne circule pas. C'est pourquoi les gens n'ont pas d'argent pour faire la tabaski, ou bien faire la Korité, ou bien régler les problèmes relatifs à la rentrée scolaire. Parce qu'encore une fois, la dette intérieure, donc la dette due aux entreprises, n'est pas payée. Comment voulez-vous que l'argent circule? Mais le président dit que c'est l'argent sale qui ne circule plus. Mais non, mais ça encore, pour moi, c'est vraiment insulter les Sénégalais que de considérer que tous ceux qui ont eu de l'argent durant ces 12 dernières années, c'est à cause de la drogue. Je crois quand même, s'il y a eu des Sénégalais qui ont eu à blanchir de l'argent, il faut les poursuivre, les pourchasser, les condamner, les emprisonner. Mais il ne faudrait pas dire que tous ceux qui ont eu à avoir de l'argent durant ces 12 dernières années n'ont pas travaillé légalement pour l'avoir. Je crois qu'il faudra quand même qu'il ait un peu plus de discernement, parce que c'est quand même le président de la République. Quand il parle, tout le monde écoute. Et cela aussi, je crois que ne contribue pas à stabiliser la situation économique du pays. Maintenant, nous sommes tous des voisins. Il y a eu quand même dans ce pays en 12 ans des enrichissements sans cause. Des gens qui hier étaient pauvres, rapidement deviennent riches. On ne sait pas comment ils sont devenus riches. Vous savez, parce qu'ils n'ont ni hérité de leur père, ni de leur maman. Mais ça je crois qu'il faudrait d'abord qu'il commence par lui-même. Si la question se pose... Ce sont les Sénégalais qui le constatent. Non, si la question se pose de cette façon-là, il faut d'abord qu'ils balayent à partir de leur propre porte avant de balayer les devantures des autres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les choses aussi évoluent, Alassane. Quelqu'un qui était étudiant en 2000 peut parfaitement disposer d'une maison en 2012. Quelqu'un qui était débutant journaliste en 2000 peut parfaitement disposer d'une maison en 2012. Quand même, c'est 12 ans. Quand vous travaillez pendant 12 ans, vous devez pouvoir avoir une maison, vous devez pouvoir avoir une voiture. C'est plus qu'une maison. Non. Il y a des gens qui sont milliardaires, monsieur le ministre. Mais là aussi encore, c'est de la suspicion. C'est de la suspicion dans l'air. Mais ils sont là depuis 7 mois. Quel est le Sénégalais ou l'ancien membre du régime libéral qu'ils ont pris pour dire que voilà, il a des milliards? Il y a des enquêtes sur l'enrichissement illicite. Il y a des enquêtes sur l'enrichissement illicite. Mais attendons l'aboutissement des enquêtes sur l'enrichissement illicite. On verra bien s'ils vont prendre quelqu'un. C'est facile d'être en dehors du système et de penser que tel et tel autre sont très riches, leur niveau de vie ceci, leur véhicule cela, leur boubou, etc., leur maison. Mais attendons de voir le résultat des enquêtes pour être convaincus de telles allégations. Alors, mais il y a une question que vous avez soulevée tout à l'heure.
les décrets d'avance. Mais il faut d'abord rappeler que le décret d'avance est une pratique légale. Ces gens-là, ils ne connaissent pas l'État. Ils ne connaissent pas l'État. Ils ne savent pas comment l'État fonctionne. Et c'est ça souvent qui nous crée souvent des débats inutiles. Mais ils ont dit que l'argent qui était prévu pour 12 mois, Abdoulaye l'a consommé en 3 mois. Mais non, à vider la caisse. Vous savez, personne ne peut vous dire que les fonds spéciaux du président de la République, c'est tel montant. Les fonds spéciaux du président de la République, c'est en fonction d'un certain nombre de paramètres. Quand on évalue, on dit par exemple le président de la République, on lui réserve 12 milliards par an. C'est le président qui dit, les 3 premiers mois, il peut, donnez-moi 3 milliards. Les 6 premiers mois, je prends les 3 autres milliards. Et à la fin de l'année, j'aurai consommé les 12 milliards. Il peut faire comme ça. Tout comme il peut dire, dès le mois de janvier, donnez-moi les 12 milliards. Il a la possibilité, c'est légal. Mais est-ce qu'on ne doit pas contrôler cet argent donné au chef de l'État? Parce que c'est l'argent de contribuable qui est dépensé. Mais ça, c'est en France, la Cour des comptes contrôle l'argent. Je suis d'accord, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. S'ils sont d'accord, on peut réfléchir sur une réforme pour contrôler, pour limiter ces fonds spéciaux destinés au président de la République. Mais en tout cas, quand la transparence doit commencer là-bas. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas posé le débat en ces termes. Non, ils ont dit, l'autre a déjà pris 8. Moi aussi, je prends 8. Mais vous à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne pouvez pas poser le débat à l'Assemblée nationale? On peut le poser. Mais d'abord, clarifions la situation. Abdoulaye Wade, ils disent, Abdoulaye Wade a fait 3 mois, il a pris 8 milliards dans ses fonds spéciaux. 8 milliards 700 millions. Dans ses fonds spéciaux. Mais le président Macky Sall a fait 12 jours, il a pris 8 milliards. Parce que c'est à l'occasion de son premier conseil des ministres tenu le 12 avril qu'il a signé un décret d'avance pour prendre 8 milliards de francs CFA. Moustapha Diakhaté l'a expliqué comme quoi qu'il n'y avait rien dans les caisses. Mais il n'y a pas. Il était obligé de le prendre pour acheter des chaises au moins pour s'asseoir. Non, mais il aurait dû prendre 1 milliard. Il aurait dû prendre 1 milliard. 8 milliards sur 12 mois ou bien non, il a pris tout. Non, pour le moment, il a pris 8 milliards. Pour 1 an ou pour 2 ans? Non, on ne sait pas. C'est ça que je vous dis. On ne sait pas. Parce que si demain, il y a une nécessité impérieuse qui mérite que le président dispose de moyens, mais il va encore signer un décret d'avance pour demander de l'argent. Donc, celui qui a fait 3 mois, qui a pris 8 milliards, et celui qui a fait 12 jours, qui a pris 8 milliards, est-ce que ce dernier-là peut accuser le premier d'avoir mal géré? Mais est-ce que tout ça, on ne doit pas le contrôler? Je suis d'accord. C'est l'argent des Sénégalais, on ne doit pas le mettre à la disposition des présidents, n'importe lequel, qu'il en fasse ce qu'il veut. Je suis d'accord. Si cette réforme les intéresse, le groupe que je dirige à l'Assemblée nationale est prêt à travailler main dans la main avec la majorité pour qu'on regarde comment encadrer la mise à disposition des fonds spéciaux au président de la République. Mais est-ce que vous allez faire la proposition à l'Assemblée nationale? Moi, si je le fais, je n'ai que 12 députés à l'Assemblée nationale. Mais il y a une proposition qui est faite. Si elle est bonne, peut-être tous les députés vont... Moi, nous, l'opposition, ça ne nous gêne pas. Mais je suis sûr que la majorité ne l'acceptera pas. Pourquoi? Mais parce que c'est elle qui gère. Et la majorité a besoin de ces fonds spéciaux-là. Oui, mais au-delà de ça, monsieur le ministre, il y a aussi les audits. Oui. Le gouvernement qui est venu, le nouveau régime, a dit que les audits qui ont commencé à faire défiler certains cadres de régime, c'est ce qu'Abdoulaye Wade devait faire, qu'il n'a pas fait. Qu'il a laissé sous le tiroir, parce que c'est des audits de 2008. Mais ils n'ont pas encore commencé les audits. Vous savez, moi je crois que là aussi il y a un abus de langage. Les gens ne font pas la part des choses entre les rapports de la Cour des comptes ou les rapports de l'Inspection générale d'État ou les rapports de l'agence, l'autorité, comment il s'appelle? De régulation des marchés. Voilà, l'autorité de régulation des marchés publics. La RMP. Les gens ne font pas de différence. Ce ne sont pas des audits en fait. C'est quoi? C'est-à-dire, ce sont des structures de l'État. Les unes contrôlent les procédures, les autres contrôlent l'utilisation des fonds mis à la disposition des structures, etc. Les uns rendent compte annuellement au président de la République, les autres peuvent rendre compte au président à tout moment. Certains rapports sont destinés directement au président de la République, qui regarde quel usage il doit en faire. D'autres sont destinés au public d'abord.
Donc, je crois que pour auditer, il faut d'abord choisir des cabinets, comme ils sont en train de le faire là. Lancer un appel d'offres, choisir des cabinets neutres, des cabinets qui auditent non pas les personnes, mais qui auditent les gestions. Hein? Et pour auditer aussi la gestion, il ne faudrait pas commencer l'audit à partir de 2008. Il faut commencer l'audit au moins à partir de 2000. Et il faut auditer tous ceux qui ont eu à gérer les deniers de l'État. Mais ne pas faire d'audit sélectif. Aujourd'hui, il y a des ministres qui sont à leur niveau, d'anciens directeurs généraux qui sont au niveau de la majorité. S'il faut auditer, il faut aussi les auditer. Si on audite tout le monde... Les audits 2008, ce sont ceux qu'Abdoulaye Wade qui n'avaient pas transmis à la justice. Vous reprenez le terme, mais de toute façon, c'est-à-dire que les rapports de l'ARMP qui ont été déposés entre les mains qui ont été d'abord rendus publics et ensuite déposés, ces rapports-là, ce sont ces rapports-là qui ont été transmis à la justice et qui est en train de faire son travail. Nous n'avons pas de problème en ce qui concerne les audits. Il faut un état des lieux. Il faut clarifier la situation. Parce que même nous avons besoin qu'on enlève de la tête des Sénégalais que nous sommes des gens qui avons détourné, nous sommes des gens qui avons pillé. Nous avons besoin que cette épée de Damoclès-là saute au-dessus de nos têtes. Donc nous n'avons aucun problème pour les audits. Mais il ne faudrait pas faire des audits comme Amdaï, comme Amundaï. Il faut auditer tout le monde. Est-ce que vous pensez que justement que ce nouveau régime va aller jusqu'au bout de ces audits? Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison. Si l'audit, c'est pour avoir un état des lieux, pour connaître la situation, éventuellement déterminer les fautes, mais je ne vois pas de problème à ce qu'elle aille jusqu'au bout. Si, bien entendu, dès le départ, ils ont cherché à auditer. Et en fait, si dès le départ, ils ont l'intention d'auditer tout le monde. Mais naturellement, s'ils n'ont pas l'intention d'auditer tout le monde, ça n'ira pas très loin parce qu'on n'acceptera pas aussi, nous aussi, d'être seulement inquiétés. Parce que ce régime-là, nous l'avons partagé avec beaucoup de gens qui se sont retrouvés aujourd'hui dans l'actuel régime. Et cela aussi, il faut les auditer. Il y a la question aussi des biens mal acquis. Le président Macky Sall en a parlé. Quand François Hollande est venu au Sénégal, la question est revenue au cours d'une interview où François Hollande a dit que le gouvernement français va appuyer le Sénégal pour traquer ceux qui ont les biens mal acquis. Quelle est votre position par rapport à cette question? Encore, c'est de la suspicion. On pense que tel monsieur a des biens planqués à l'étranger. On pense que telle autre dame a des biens planqués dans les paradis fiscaux. C'est de la suspicion. Rien de concret n'est aujourd'hui trouvé par l'actuel gouvernement pour accuser qui que ce soit. Il n'y a rien du tout. J'ai posé la question au Premier ministre à l'occasion de sa déclaration présidentielle. Je lui ai dit, mais monsieur le Premier ministre, s'il y a des biens mal acquis qui sont planqués à l'extérieur, des milliards qui sont planqués à l'extérieur, mais monsieur le Premier, allez les prendre et venez les investir au Sénégal et attraper les fautifs. Sa réponse à dire, on est en train de chercher. Vous savez que c'est très loin, c'est très long pour trouver, parce que aussi ils sont intelligents, ils cachent des choses, etc., etc. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais pourtant, moi, je pensais que en parlant de ces biens mal acquis, il avait déjà attrapé quelqu'un, il avait trouvé des milliards planqués quelque part, et que peut-être 1 ou 2 mois aurait pu suffire pour ramener tous ces fonds-là. Mais en fait, ils cherchent. Mais pourtant, ils ont même parlé de l'appui de la Banque mondiale avec son système. C'est bien, c'est normal. Quand un État demande l'appui de la Banque mondiale, ou bien demande l'appui d'un pays comme la France ou les États-Unis pour, dit-il, traquer des biens mal acquis, la position de la Banque mondiale dans tous les pays, c'est de dire « je suis prêt à vous aider ». La position officielle aussi de ces pays, c'est de dire non, nous sommes prêts à vous aider. Mais eux-mêmes, les accusateurs, n'ont aucun élément pour véritablement étayer leur accusation. Et c'est un peu ça. Mais pourtant, le nom de Karim Wade revient souvent dans les suspicions, dans les débats, dans les discussions. Bon, écoute, son nom revient, d'autres noms reviennent. Mais encore une fois, moi, je veux fonder mes analyses sur la réalité. Jusqu'au moment où je vous parle, ni le Premier ministre, ni le président de la République, ni le ministre de la Justice, ni toute autre autorité de ce pays ne peut vous dire que monsieur tel a planqué tant dans telle banque
ou bien dans tel pays. Personne. Mais à la brigade de recherche, à la commission de la haute cour la cour concernant la répression contre l'enrichissement illicite, il y a une liste au moins de 21 personnes qui sont entendues par rapport à mais on soupçonne. Non, et puis, mais comment se passent ces enquêtes devant la gendarmerie? On vous voit, oui, Alassane Samba Diop. Bon, vous êtes monsieur Alassane Samba Diop, oui, votre père, votre maman, âgé de combien? Quels sont vos problèmes de santé? Vous n'avez pas de problème de santé? Ensuite, mais monsieur Alassane Samba Diop, vous avez combien de maisons? Vous avez combien de véhicules? Mais ça, c'est de l'inquisition. On n'a pas le droit de demander à une personne combien vous avez. Vous venez, vous lui dites, selon nos enquêtes, nous avons trouvé que vous avez 20 véhicules, vous avez 7 maisons, vous avez tant de milliards tant de milliards dans vos différents comptes. Comment vous avez fait pour avoir ça? C'est ça la bonne question. Mais qu'est-ce que vous avez? On n'a pas le droit de demander à un citoyen qu'est-ce que vous avez, c'est de l'inquisition. C'est pourquoi nous avons dit, nous, que la Cour de l'enrichissement illicite est illégale. Viole les droits de l'homme. Pourquoi vous ne l'attaquez pas à la Cour suprême? On a failli le faire, mais après ils ont changé. Ils parlent maintenant de cours de répression des crimes économiques et financiers. Et eux-mêmes, ils savent que cette cour-là, telle qu'elle existe aujourd'hui, ce n'est pas adapté au droit positif. Mais vous avez le droit avec vous pour l'attaquer à la Cour suprême. Ils ont décidé de changer. Ce n'est plus la peine de créer un casus belli autour d'une question qui peut-être va être réglée. Mais ce qui est important, c'est qu'encore une fois, même ces listes-là, c'est que les gens soupçonnent seulement. Ils soupçonnent d'anciens dignitaires du régime de s'être enrichis illégalement. Ce sont encore des soupçons, mais il n'y a aucune preuve que le gouvernement peut brandir pour dire tel s'est enrichi illicitement. Parce que, et puis, vous avez l'enquête sur l'enrichissement illicite. Ça ne devrait pas seulement intéresser les politiques. L'enquête sur l'enrichissement illicite aurait pu aussi intéresser d'autres hommes d'affaires, d'autres entrepreneurs, d'autres chefs religieux. Parce que l'enquête sur l'enrichissement illicite, c'est quoi? C'est de constater que quelqu'un a des biens, alors qu'on sait, en fait, il n'a pas d'entreprise. En fait, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas de revenus capable de lui donner de tels biens et de chercher à savoir comment il a fait pour avoir ces biens-là. Parce qu'on peut s'enrichir aussi illicitement à partir de la drogue, par exemple. On peut s'enrichir illicitement à partir de la corruption, par exemple. Donc, normalement, l'enquête sur l'enrichissement illicite ne devait pas seulement concerner les hommes politiques. Vous trouvez qu'elle est discriminatoire? Mais tout à fait. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres Sénégalais qui se sont enrichis pendant ces 12 dernières années. On devrait aussi leur poser la question, comment ils ont fait pour avoir 5 immeubles, alors qu'ils n'ont jamais été ministres, ils n'ont jamais été directeurs général, ils n'ont occupé presque aucune responsabilité d'État, mais quand même, ils ont beaucoup de biens. Mais est-ce que le fait d'occuper une responsabilité d'État doit vous donner le loisir d'avoir beaucoup de biens? Non, moi je crois que quand vous, il faut avoir il y a des choses naturellement. Si vous les avez, alors que tout le monde sait que vous n'avez été que ministre ou vous n'avez été que député, l'État est en droit de vous interroger sur vos biens-là, pour que vous vous justifiez. Est-ce que vous avez fait un prêt à la banque? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez hérité ça de vos parents? Etc. Là, je crois que c'est le droit de l'État. Personnellement, je n'ai aucun problème par rapport à cela. Au-delà de ça, monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas que les Sénégalais sont choqués qu'on parle d'autant de milliards dans un pays aussi pauvre? Quand vous êtes dans la banlieue dakaroise, au Fouta, ailleurs, chez nos parents, les gens n'arrivent même pas à manger à midi. Est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui, dans ce pays, arriver à ce que l'Assemblée nationale introduise des lois pour encadrer justement la gestion du pays, l'argent du pays, je suis d'accord sur l'intervention de l'Assemblée nationale pour encadrer un certain nombre de fonds. Par exemple, les fonds destinés au président de la République, les fonds destinés à la campagne électorale. Par exemple, aujourd'hui, si le Sénégal veut faire un bond en avant du point de vue démocratique, on ne doit plus permettre aux candidats de dépenser autant d'argent. Il faut faire comme aux États-Unis,
où les dépenses électorales sont limitées. Il faut faire comme en France où les dépenses sont limitées. Mais pour cela, il faut financer les partis politiques. Mais pour financer les partis politiques aussi, il faut rationaliser la classe politique. Cette inflation de partis, 150, c'est inadmissible dans un pays comme le Sénégal, dans une démocratie. Il faut introduire une loi pour justement réformer les partis politiques. Il faut d'abord discuter. Il faut d'abord discuter avec la classe politique pour voir quelle est la formule consensuelle qu'il faut retenir pour aboutir à une limitation. Pas une limitation. Moi, je ne dis pas limitation, parce que limitation veut dire qu'il faut s'arrêter à 20. Mais il faut dégager des critères qui, quand ils ne sont pas remplis par tel ou tel autre parti, ces partis-là doivent être dissous. Ils ne doivent pas exister. Ça, je crois que nous, hommes politiques, nous sommes interpellés. Et le président de la République devrait aussi travailler à ça. Tout comme il doit travailler à mettre en place le statut de l'opposition, il doit travailler à changer le système électoral sénégalais, etc., etc. Notre démocratie a besoin de faire des pas en avant parce qu'aujourd'hui, nous sommes une démocratie majeure, une démocratie mature. Mais naturellement, il faudra aller de... Mais certains, justement, se posent cette question. On parle de Sénégal étant une démocratie majeure, mature, et pourtant, souvent, il faut aller chercher des soldats pour gérer le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'un politicien ne peut pas gérer le ministère de l'Intérieur sans qu'il y ait suspicion par rapport à son appartenance? Le Parti démocratique sénégalais, en tout cas, n'a jamais fait cas de la présence de Mbaye Ndiaye, pour ne pas le nommer, à la tête du ministère de l'Intérieur. Parce que pour nous, après avoir exercé le pouvoir, nous nous sommes rendus compte que le fichier électoral est acceptable, que le code électoral est bon dans l'ensemble. L'administration aussi, de façon générale, elle est loyale à l'État, à la République, mais pas à un parti politique ou à un chef de parti politique. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être à la tête du ministère de l'Intérieur. Il ne suffit pas, parce que, vous savez, ce n'est pas parce que tel est supposé neutre qu'il est neutre. Quelqu'un me disait que le directeur général des élections, qui avait organisé les élections en 2000, était le même ministre des élections qui avait organisé les élections en 2012. Et dans tous les deux cas, l'alternance s'est opérée. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit dépasser ça. On doit dépasser l'exigence d'avoir à la tête du ministère de l'Intérieur quelqu'un qui ne soit pas politique, parce que ça ne veut rien dire. L'administration a toutes les capacités nécessaires pour aujourd'hui organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Moi, c'est ma conviction profonde. Mais c'est vrai, pour avoir... j'ai acquis cette conviction après notre présence, après notre arrivée au pouvoir. Mais pour un responsable de l'opposition, c'est difficile de croire à cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est admis qu'on peut avoir des élections avec même un ministre de l'Intérieur politique, parce qu'il ne peut pas influencer fondamentalement le cours des choses. On a beaucoup parlé d'assemblée de rupture. Aujourd'hui, vous êtes aussi au pouvoir, maintenant vous êtes dans l'opposition, votre expérience du pouvoir de l'opposition. Ceux-là aussi qui sont au pouvoir aujourd'hui, peut-être certains d'entre eux étaient dans l'opposition. En quoi l'Assemblée nationale sénégalaise aujourd'hui peut apporter la rupture collée aux aspirations des Sénégalais? Oui, il faut d'abord dire que la rupture est plutôt un slogan, à la limite creux, de plus en plus développé par les tenants du pouvoir. Cette Assemblée n'est pas capable de rupture? Non, rupture à l'Assemblée nationale, rupture dans la gestion, une gestion vertueuse, sobre, etc. Alors que quand vous regardez la gestion, elle est loin d'être sobre, elle est loin d'être vertueuse. La presse, la semaine dernière, a dénoncé des marchés de gré à gré, des ententes directes. Il nous parle souvent de ministres qui voyagent en classe économique? Non, pas en classe économique, en classe affaires. Mais ça a été toujours le cas. Nous, étant dans le gouvernement, on n'a jamais voyagé en première classe. On a toujours voyagé en classe d'affaires. Les gescomptes de téléphone. Les téléphones ont toujours été gescomptés au niveau de l'administration. Donc voilà, c'est-à-dire que moi je crois que je veux bien de la rupture. Par exemple, le chef de l'État, qui est quand même né après les indépendances, même si c'est au début des indépendances,
donc qui n'est pas de la même génération que Wade, qui n'est pas de la même génération que Diouf, qui n'est pas de la même génération que Senghor. Que Niass. Hein? Que Niass aussi. Que Niass aussi, si vous voulez. Mais ce président-là peut, sur un certain nombre de questions, pousser vers la rupture. Lesquelles? Mais lui, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure des statuts de l'opposition, des financements de partis, du changement du système électoral, de la rationalisation des partis politiques, etc., etc. Et ensuite, dans l'approche. C'est-à-dire, il faut qu'on soit professionnel. Ce qui s'est passé, par exemple, pour qu'il soit amené à changer son gouvernement. Mais regardez, pour moi, certains porteurs d'espoir, des gens qui sont prêts à assurer la relève générationnelle. On ne leur a même pas donné le temps en fait, on ne leur a même pas donné le temps de pouvoir faire leurs preuves. Et on les a enlevés. Gakou, Bamba Dièye, Benoît Sambou sont nombreux. Ils sont encore au gouvernement. Ils ont changé de poste. Mais alors, c'est un éternel recommencement. Et ça, c'est une perte de temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, le ministre Cheikh Bamba Dièye, il avait commencé à prendre le pli du ministère des collectivités locales, à connaître le ministère des collectivités locales. On le change, on l'amène au ministère de la Communication. Il va encore faire 7 mois avant de connaître. Et rien ne dit qu'après 7 mois, on ne va pas aussi l'amener ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. On doit avoir, par exemple, en France, aux États-Unis, les intitulés des ministères sont connus. Ce n'est pas parce que les démocrates arrivent ou que les républicains arrivent qu'on va changer les appellations. Il faut qu'on en arrive à ça pour dire voilà le nombre de ministères que nous devons avoir au Sénégal. Et qu'on n'y touche plus. Mais monsieur le ministre, vous avez géré le pays pendant 12 ans, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais c'est ça que je vous dis. C'est-à-dire que moi, quand je pense à la rupture, moi, je sors de l'école Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a grandi dans une atmosphère où il n'y avait pas d'Internet. Attends, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de téléphone portable. Le monde n'était pas un village planétaire. Si moi, qui ai grandi dans un autre contexte, je dois avoir les mêmes approches que lui, même si j'ai les mêmes idées que lui, la même vision que lui, c'est un problème. Macky Sall ne peut pas dire Wade ne le faisait pas, Senghor ne le faisait pas, moi aussi je ne le fais pas. Non, on n'attend pas de lui ça. Il doit montrer qu'il appartient à une autre génération. Moi, c'est ça que j'attends de lui. Donc, ce n'est pas parce que nous ne le faisions pas que lui, il ne doit pas le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est libre de faire ce qu'il veut faire, mais compte tenu du fait qu'il est dans une coalition, Benno Bokk Yakaar, où il est entouré, certains disent peut-être de ses grands-pères. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Moi, je vois certains ministres qui ont 70 ans presque. Franchement, vous ne voyez dans aucun pays sérieux du monde un ministre avec 70 ans. Vous voulez qu'il y ait une rupture générationnelle? Il faut une rupture générationnelle. Il n'est pas donné à n'importe qui, à l'heure actuelle, d'être ministre. Ces gens-là peuvent être au Sénat, si le Sénat existait, peuvent être au Conseil économique et social, peuvent être au Conseil constitutionnel, peuvent être dans d'autres structures où la sagesse est requise. Mais est-ce que ce n'est pas le fonctionnement des partis qui font que ceux-là qui sont avec lui envoient ces ministres? Mais il faut, qu'il est obligé même de les partis, je ne suis pas pour l'intervention de l'État dans le fonctionnement des partis, mais l'État doit contrôler la tenue régulière des instances nationales des différents partis, leur congrès, etc. C'est-à-dire que si l'État est neutre, on peut lui faire confiance dans ce domaine précis. Même à commencer par son parti, lui. Un président ne peut pas être chef de parti. Ça, il faut. C'est pas parce que Wade l'a été, Diouf l'a été qu'il reste président de parti. On doit pouvoir avoir une loi pour dire tout parti qui met dans ses statuts, dans son règlement intérieur, que je tiens un congrès tous les 5 ans, à la fin des 5 ans, l'État doit vous dire, monsieur, tenez vos congrès. Tenez vos congrès. Mais ça, c'est le minimum. Ça, il faut qu'il y aille. Aujourd'hui, justement, on parle de parti. Quelle est la mutation qu'il faut apporter au Parti démocratique sénégalais? Vous êtes des jeunes dans ce parti, mais vous côtoyez aussi des dinosaures. Abdoulaye Wade est encore secrétaire général du parti. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Non, c'est nous qui avons demandé
nous que vous qualifiez de jeunes là, c'est nous qui avons demandé à Wade de rester encore à la barre le temps de dépasser la situation difficile qu'on a traversée avec la perte du pouvoir. Mais est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même? Non, attends. En disant Macky Sall aujourd'hui fait la rupture, vous demandez à Wade de rester? Non. C'est que vous ne m'avez pas laissé terminer. Allez-y. Alors, donc, nous lui avons demandé, compte tenu de la situation difficile que traverse le PDS, de rester à bord et de continuer à porter le titre de secrétaire général national en attendant que le parti se restructure, se réorganise, se renouvelle, change ses textes, réoriente son programme fondamental et aille en congrès. Et à l'occasion maintenant du congrès, il va se retirer et va laisser la place à un autre secrétaire général. Mais est-ce que ça n'est pas un peu montrer que vous, les jeunes qui sont dans le parti, vous ne prenez pas vos responsabilités? Pour faire quoi? En prenant votre parti en main, ne pas attendre qu'il y ait un congrès. Mais nous sommes... Abdoulaye Wade a été battu. Mais attends, c'est sur quelle base? À Versailles. Mais attends, un parti, le PDS est un parti aussi démocratique. Il aurait pu démissionner, Abdoulaye Wade. Il aurait pu. Peut-être que si on l'avait laissé, il allait le faire. Mais s'il démissionnait, est-ce qu'on était à même de pouvoir vendre des cartes? C'est pas un manque de confiance en vous-même? Non, pas du tout. C'est un problème de contexte seulement. On aurait pu avoir le temps, s'il avait démissionné, on allait avoir des difficultés pour imprimer des cartes, les vendre dans les secteurs, dans les sections, renouveler les fédérations, venir en congrès. Ça risque d'être trop difficile. Pourquoi? Pour un parti. Mais parce que tout simplement, Wade a été de tous les combats pour le Parti démocrate sénégalais. Et il représente quelque chose pour l'ensemble des militants et responsables du parti jusqu'au moment où je vous parle. C'est la raison pour laquelle, comme nous n'avions pas encore de texte clair pour dire si le secrétaire général national démissionne, c'est tel qui le remplace, ou si le secrétaire général national démissionne, c'est telle instance qui doit se réunir pour lui trouver un remplaçant, on a dit, Monsieur le Président, restez encore avec nous le temps qu'on se renouvelle, qu'on regarde encore nos textes et qu'on organise le congrès ordinaire. Mais pourtant, ça semble bouger dans votre parti. Certains commencent à créer des courants, d'autres créent aussi des mouvements au sein du parti. Non, le comité directeur a été très clair. En ce qui concerne les courants, le principe de courant, il n'y a pas de problème, parce que nous sommes des démocrates, nous sommes pour la diversité d'opinions, mais aujourd'hui, il n'y a aucun texte, aucun article des textes du parti qui organise les courants. Par exemple, pour dire, il n'y a aucun texte qui dit qui a le droit de porter un courant. Combien de signatures doit-il pouvoir rassembler? Quelles sont les idées? Parce que quand on parle de courant aussi, c'est un courant d'idées. Quelles sont les idées qui peuvent faire l'objet de la création de courant? Il n'y a pas de texte qui organise ça. Nous avons dit, pour le moment, notre parti n'est pas encore prêt pour aller vers la création de courant. Maintenant, au Congrès, si le Congrès change des textes et organise la façon de créer des courants, à partir de ce moment-là, ceux qui souhaitent créer des courants pourront le faire. Mais pour le moment, courant, mouvement, ça affaiblit le parti. Et nous pensons plutôt qu'il faut réorganiser le parti, renforcer le parti, parce que le parti est aujourd'hui le principal parti de l'opposition. C'est lui qui doit aller vers les organisations civiles, les organisations sociales, les organisations démocratiques, pour pouvoir porter le combat et amener le gouvernement à respecter ses engagements devant les Sénégalais. Mais pourtant, vous dites qu'Abdoulaye Wade, c'est la seule constante. Ceux qui veulent créer le courant disent que la constante n'est pas opposée à des courants. Mais non, il n'y a personne qui soit opposé au principe. Mais la position de Wade aussi a été très claire. Allez en discuter au sein du comité directeur. Mais sachez que, et c'est Wade qui dit, sachez que le courant ne peut être créé que par le Congrès. Maintenant, vous pouvez en discuter au sein du comité directeur, mais c'est le Congrès qui crée des courants. Donc on n'est pas encore au Congrès, on ne peut pas parler de courant. Mais aujourd'hui, quel est l'avenir du Parti démocratique sénégalais? Comment voyez-vous son avenir? Un bel avenir, selon moi. Comment? C'est-à-dire un bel avenir si nous qui sommes responsables, nous restons solidaires. Un bel avenir si nous travaillons à mettre en place une équipe. Un bel avenir si la collégialité est de rigueur. Parce qu'encore une fois, personne n'aura l'envergure, la carrure, le charisme de Maître Abdoulaye Wade.
celui qui va venir pour être secrétaire général ne peut s'appuyer que sur une équipe. Le débat ne peut être qu'un débat démocratique, un débat pluriel. Les décisions ne peuvent être que des décisions collégiales. Le programme fondamental que nous sommes en train de revisiter doit être le liant ou le ciment qui lie l'ensemble des militants et responsables du parti. Les nouveaux textes que nous allons revisiter aussi doivent être le liant ou le ciment de l'ensemble des militants et responsables du parti. Il n'y aura plus de constante à la tête du Parti démocratique sénégalais. Si nous acceptons ces principes-là, le parti est premier à un bel avenir. Parce qu'un parti qui exerce le pouvoir, ou bien un parti qui aspire à gérer un pays, il y a beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas... À quand votre congrès? L'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Quelle date? Exactement. Pour le moment, la date n'est pas encore arrêtée, mais on pense pouvoir tenir le congrès courant 2013. Vous parlez de rupture générationnelle. Vous êtes jeune, vous êtes dans le parti, vous êtes un des ténors du parti. Est-ce que vous êtes candidat à un poste de responsabilité comme le secrétaire général? Le moment n'est pas encore venu de parler de ça. Pourquoi? Et j'invite d'ailleurs mes frères et sœurs, encore une fois, à laisser ces questions-là à l'intérieur des instances du parti. Ne pas trop en parler. Ce sont les militants qui, en définitive, vont décider s'il n'y a pas de consensus. Mais vous avez des ambitions. Vous avez des ambitions. Mais le moment venu, ceux qui auront l'ambition de diriger le PDS vont le faire Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont l'ambition de diriger le PDS un jour? Mais vous savez, nous n'en sommes pas encore en ce moment-là. Attendons d'abord. On ne sait pas quand ça va se tenir le congrès. On ne connaît pas comment on va vendre les cartes. On ne sait pas ce qui va se passer. Si moi je me lance dans cette course, demain un autre frère va se lancer, une autre sœur va se lancer, ça va être de la cacophonie. Et encore une fois, ce n'est pas souhaitable pour le Parti démocratique sénégalais. C'est la raison pour laquelle j'invite tout le monde à rester dans les rangs, à rester à l'intérieur des instances du parti et attendre le moment où on va demander aux gens qui va être secrétaire général pour lever le doigt. Mais qui voyage loin ménage sa monture. Ah oui, mais peut-être que, ceux qui sont intéressés sont en train de ménager leur monture. Vous en faites partie de ceux qui ménagent des montures. Ceux qui sont intéressés sont en train de ménager leur monture. Est-ce que vous êtes intéressé, leur monture. Vous êtes intéressé, vous, ou pas? Vous êtes intéressé? Mais non, je vous ai déjà répondu, Alassane. Vous êtes intéressé ou pas? Je vous ai déjà répondu. Oui, mais je vous ai dit que ce débat-là, ce n'est pas un débat sain en public. Il faut en débattre à l'intérieur du parti. Et moi, je fais partie des responsables qui poussent à ne pas en parler au niveau de la presse. C'est pourquoi je n'en parle pas. Dernière question. Le Parti démocratique sénégalais est maintenant dans l'opposition. Est-ce que vous avez les moyens de gérer et d'être dans l'opposition? Parce que vous savez bien qu'au Sénégal, il y a plus de clients que de militants. Mais il faut rompre avec ça. Comment? Là aussi, vous savez, c'est-à-dire que nous sommes interpellés par notre mission. Frantz Fanon disait que chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Aujourd'hui, le clientélisme politique là, c'est à nous de lutter contre ça. Mais pour lutter contre ça, il faut pas qu'on décrète la mort des idéologies. Il ne faudrait pas qu'on décrète la mort des programmes. Ici au Sénégal, on élit une personne. On n'élit pas un programme, on ne choisit pas un programme. Ici au Sénégal, on n'a pas de militants, on a des clients. Il faut rompre avec ça. Et ça, je crois que c'est une rupture fondamentale à laquelle il faudra parvenir. En quoi faisant? Il faut d'abord que le militant ou le responsable accepte de cotiser pour son parti. Il faudrait que le militant et le responsable acceptent de contribuer au financement de son parti. Mais si le militant ou le responsable attend tout du secrétaire général, attend tout du président de son parti, il va de soi que le président ou le secrétaire général du parti risque d'avoir la mainmise sur le fonctionnement du parti. Et ça, ce n'est pas bien. Et c'est ça qui favorise le népotisme, le clientélisme et tous les maux que nous dénonçons au sein de nos partis. Et quand le processus de financement du parti est très clair, voilà ce qui vient des militants, voilà ce qui vient de l'État, on peut aller vers des formations politiques où le militant ne va plus faire la queue devant le portail du domicile du responsable pour demander qu'on lui paye son ordonnance, pour demander qu'on lui donne de l'argent pour acheter son mouton de tabaski, etc., etc.
Mais pour cela aussi, il faudrait qu'on clarifie le jeu politique sénégalais. Moi, quand je regarde ce qui nous dirige là, des libéraux, avec des trotskistes, des socialistes, des sociodémocrates, des tout. C'est une sauce espagnole. Voilà, mais une sauce espagnole, une sauce soupoukandia. Alors que fondamentalement, les options économiques des sociodémocrates et des libéraux sont différentes. Comment voulez-vous que l'économie se développe, à moins qu'on fasse ce qu'on veut? C'est-à-dire qu'on va dans le sens indiqué par le Parlement. Il faut clarifier le jeu politique sénégalais. Au Sénégal, quand on veut, on peut être communiste. On n'a qu'à le rester et aller s'allier avec les autres partis communistes. Les libéraux doivent s'allier entre eux. Les socialistes et sociodémocrates doivent s'allier entre eux. Ça, c'est à nous, la nouvelle génération, à porter ces débats-là parce que ce sont des débats importants. Vous ne verrez jamais le front de gauche rentrer dans un gouvernement de l'UMP en France. Ça n'existera pas. Des communistes ne vont jamais prendre part à un gouvernement de l'UMP. Est-ce que ce n'est pas parce que dans ces pays-là, les politiciens d'abord ont un métier avant de venir faire de la politique. Alors qu'au Sénégal, la politique est devenue un métier. Mais c'est une erreur de dire que la politique est devenue un métier. La politique ne peut pas être un métier. Mais non, la politique, c'est-à-dire que si la politique devient un métier, tu verras bientôt des gens qui ne vont plus manger. Maintenant, vous pouvez rester sur la scène politique pendant un temps tellement important qui vous donne la possibilité d'avoir des ressources à travers des prestations qui existent ailleurs, à travers des conférences qu'on pourra tenir. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes politiques sénégalais qui ont des métiers, qui ont des formations, mais qui ne travaillent plus. Et pourtant, qui continuent à vivre. Je ne veux pas citer de nom, mais vous les connaissez mieux que moi. Donc, c'est ça aussi la chance de l'homme politique. Il suffit d'être ministre de la Santé pendant 3 ans, ministre de l'Environnement pendant 2 ans. Bon, même si vous sortez du gouvernement, même si vous n'êtes plus député, on vous appelle à des conférences sur la désertification, sur la pollution, sur ceci. Vous faites le tour du monde, vous gagnez votre vie. Vous êtes consultant. Par exemple, vous êtes consultant. Vous faites de la consultance, vous? Mais j'en faisais. Mais pour le moment, je crois que je vais redémarrer, bien sûr, la consultance. Parce qu'en fait, je vais vérifier quand même les textes de l'Assemblée. Est-ce que les textes le permettent? Merci infiniment, Modou Diagne Fada, de nous avoir reçu chez vous. Je rappelle que vous êtes ex-ministre de la Santé et que vous êtes le président du groupe parlementaire des libéraux et des démocrates. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.